Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Sujet très intéressant. Trader le Bund et le 30 ans américain avec le signal Heikin Ashi. Alors, l'agenda subdivisé en une partie, je dirais, pour parler un tout petit peu des obligations, parce que ce ne sont pas des contrats dont on parle souvent en réalité, bien que on a quand même pas mal de volume sur le Bund notamment, et notamment avec les futurs, quoi. Alors, on va s'intéresser à la question des obligations. Pourquoi s'intéresser aux obligations? Et on va utiliser notre nouvelle étude qui nous permet de déterminer les heures les plus volatiles. Et puis, je ferai un point sur le fait que les obligations, en fait, sont moins chères lorsqu'on utilise les futurs par rapport au CFD. Puis ensuite, on enchaînera avec la présentation plus classique sur qu'est-ce que le graphique Heikin Ashi, le signal, ses avantages, et puis l'exemple de stratégie que l'on réalisera dans la nano. Alors, on attaque. Si vous avez des questions le long du chemin, n'hésitez pas. On est parti pour jusqu'à 19h, donc 1 heure. Donc, le Bund, sur la gauche, vous avez un graphique mensuel qui commence en fait en 2007 jusqu'à il y a quelques jours, il y a 1 ou 2 semaines peut-être. Et puis, en dessous, vous avez le graphe hebdomadaire. Alors, quand on regarde le graphe mensuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit une hausse continue du Bund au fil de ces ans, je dirais en parallèle avec la baisse des taux, avec cette situation un petit peu bizarre de baisse des taux, de taux bas pendant quasiment une décennie. Mais la chose qui est intéressante, c'est que les 10 dernières années, dans les pays riches, on va dire les pays, on va dire le G8, quoi, grosso modo, on avait un peu une période de crise ou de post-crise financière, et donc des taux extrêmement bas, comme je l'ai déjà dit, et donc une situation un petit peu spéciale. Alors, cette période-là, elle semble quand même tirer à sa fin, parce que les économies repartent, et donc on s'attend, ça fait déjà quelques années qu'on s'attend, mais disons cette année en particulier, on s'attend à un moment ou à un autre à ce que les obligations se cassent la figure, et en premier lieu le Bund. Alors le Bund, pour rappeler ce que c'est un indice qui reflète la valeur d'un panier d'obligations. Ce sont des obligations d'État allemandes, et avec une maturité entre 8,5 et 10 ans et demi. Donc, dès que la maturité n'est plus assez, ne tombe pas dans cet intervalle, ils retirent l'obligation, ils en mettent une autre. Donc, c'est une sorte d'indice comme ça qui est retravaillé en permanence, quoi. Mais c'est quand même un indice important, puisqu'il sert de référence pour le financement de l'économie. Donc, financement de l'économie, quel est le coût de l'argent à 10 ans pour un État qui est supposé rembourser l'argent sans problème, l'État allemand, et tout le reste des entreprises et des particuliers vont payer un prix grosso modo égal à le taux d'intérêt qui découle un petit peu de ce Bund, plus quelque chose en fonction de leur risque propre, quoi. Alors, quand on regarde le graphe hebdomadaire, on voit quand même un triangle intéressant, un triangle qui a été cassé d'une certaine manière, hein. On voit un triangle dont je n'ai dessiné que la ligne de support en dessous. Et on voit qu'on est sorti de ce triangle. Alors bon, à l'échelle du mensuel, ça ne paraît pas très important, donc on ne peut pas trop spéculer là-dessus, mais disons, on peut penser qu'au cours de l'année 2018, ça pourrait être intéressant à trader comme contrat, tout simplement parce que probablement il va y avoir un retour un peu de volatilité et puis peut-être un changement de tendance fondamental, quoi. Alors, quand on prend maintenant le 30 ans américain, donc TB, ça veut dire Treasury Bond, donc obligation bon du trésor, et
Ici, l'analyse technique du graphe mensuel sur la gauche nous dit que, grosso modo, on a une tendance, on est toujours dans la tendance haussière en réalité, mais quand même, il y a eu une accélération au cours des 4 dernières années. Et puis, vers 2016 à peu près, on a cassé en fait cette tendance. On est là, on a cassé, et puis maintenant on est dans une tendance baissière. Maintenant, si vous tirez cette droite ici et vous la faites aller là, on est exactement au moment où on rencontre de nouveau le support plus, on va dire, plus historique, plus de fond. Alors, est-ce qu'on va le casser ou pas? Comme je l'expliquais avant, normalement, ça devrait être cassé. Et quand on regarde le graphique hebdomadaire sur le 30 ans, on voit que clairement, on était un peu dans une sorte de phase de range, de stagnation, et puis hop, on a aussi cassé, et maintenant on est un petit peu plus bas, on a un petit peu rebondi là depuis quelques 3-4 semaines, mais grosso modo, la cassure a été faite, et à voir ce qui va se passer, quoi. Mais disons, le raisonnement est le même, et grosso modo, ça pourrait être intéressant à trader, quoi. Alors, je vous parle aussi de ces deux contrats, parce que en fait, je les trade moi maintenant à titre personnel dans mes stratégies de trading automatisées, et je découvre que ce sont des contrats, c'est comme le reste, hein, il y a un chart, il y a des tendances, il y a des supports, c'est un petit peu les mêmes caractéristiques que beaucoup d'autres produits financiers, donc ça peut être tradé comme le reste. Et là, il y a une remarque d'Alain, c'est vrai que le Boon n'est pas très connu. En fait, quelle différence avec le Bubble Chats, par exemple? Alors, Alain, c'est une histoire d'expiration. Pas d'expiration, échéance. Donc, le Bund, on va dire, pour simplifier, le Bund, c'est 10 ans. Et le Bubble, c'est 5 ans. Et le Chat, c'est 2 ans. Hein? Donc, les Américains, ils ont aussi leur contrat futur sur les obligations. Et vous avez, par exemple, le 2 ans, donc le 2 years T-note, on appelle ça Treasury Note. Et vous avez le 5 ans, donc 5 years Treasury Note, TN. Et vous avez aussi le 10 ans américain. Donc vous avez le 2, le 5, le 10, et puis le Treasury Bond, c'est le 30. Alors en Europe, avec le côté allemand, on a le Schatz qui est 2 ans, Bubble c'est 5 ans, le Bund c'est 10 ans. Et puis, je voulais aussi parler initialement, c'est pour ça que j'avais mis dans le titre, l'OAT, qui est en fait l'équivalent, on va dire, c'est comme le 10 ans français. Mais maintenant, disons, pour ce qui concerne la stratégie, je n'aurai pas le temps de montrer tout. Donc, je vais laisser l'OAT de côté. Il existe. Avec un compte futur, on peut le trader. Il fait partie des produits offerts en fait par l'Eurex, donc la bourse allemande des produits dérivés. Et donc, on peut le trader comme on traite le Bund, par exemple. Quel est le symbole du bon du trésor US? Z, je ne me rappelle plus. Il faut aller sur le site de CME Group et il faut taper dans on va dire la fenêtre de recherche, il faut taper T-Bond et puis vous trouverez le symbole, quoi. Alors, dans la nano, en tout cas, c'est 30Y espace TB. Alors, quelle heure? Alors, n'oubliez pas que nous sommes un petit peu dans l'optique du day trading et ce qui nous intéresse, c'est la volatilité. Donc, une question essentielle quand on traite un instrument nouveau, c'est quelles sont les heures les plus volatiles pour le produit en question. Si on connaît le produit par cœur, comme un DAX, un CAC, un Euro-USD, on connaît la réponse directement. Et quand on attaque avec un instrument qu'on n'a pas l'habitude de trader, ça c'est un exercice un petit peu intéressant, quoi. Alors, je vous sors le résultat de notre étude qui sera bientôt inséré et disponible gratuitement pour les clients dans NanoTrader. Donc, vous voyez, c'est un graphique qui montre en fait
la volatilité exprimée en pourcents. Donc, quand vous regardez sur la droite, vous avez en fait, pour les deux charts, vous avez le Bund, puis vous avez le 30 ans en dessous. Et 0,25, ça veut dire 0,25%. Alors, de quoi on parle? On parle de 0,25% pour la volatilité pendant 1 heure. Par exemple, vous prenez un crayon, stylo, vous mettez tous les jours et vous mesurez le haut moins le bas du Bund à, par exemple, 2 heures de l'après-midi, entre 2 heures et 15 heures. Vous mesurez on va dire la variation et vous faites ça pendant 240 jours. Vous faites la moyenne, vous tombez sur 14 heures, en l'occurrence, c'est cette bougie-là. Vous tombez sur à peu près, on va dire, 0,13%. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand on observe ces deux graphiques? Premièrement, le Bund a une volatilité relativement étalée un petit peu dans la journée ou constante dans la journée, sauf le soir. Alors, expliquons un petit peu l'échelle du bas. Regardez en bas, en dessous du deuxième graphique, j'ai mis le début le début de l'échelle, j'ai mis 0 heure. Donc en fait, la première bougie, c'est entre 0 et 1 heure. La deuxième, c'est entre 1 et 2, 2 et 3. Donc en fait, la première bougie, c'est, on va dire, 0. Quand on parle du début, c'est 0, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, j'ai coloré ça en vert pomme. Le Bund, il n'a pas l'équivalent parce que lui, il ne commence qu'à 8 heures du matin. Le 30 ans, lui, en fait, il traite quasiment 23 heures sur 24. Donc, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Vous voyez, ça, c'est là où il est le moins volatile. Puis après, à 8 heures, le Bund, lui, commence. Le 30 ans, lui, il est tradable. Et il y a des gens qui le tradent. Et là, on a le paquet de 4 barres qui correspondent au matin européen. 8, 9, 10, 11. Donc, ça clôture ici à midi. Puis après, j'ai mis en gris foncé ou en bleu, bleu foncé, en fait. J'ai mis entre midi et 2, quoi. Donc, c'est midi, 1 heure, donc ça termine à 2 heures. Puis après, vous avez en rouge 15, 16, enfin 14, 15, 16, 17. Puis le soir, 18, 19, 20, 21. Et donc, ça clôture à 22 heures. Et lui, il continue en fait jusqu'à 23 heures. De côté jusqu'à 23 heures. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en termes de volatilité, le Bund, le matin, début de journée, c'est-à-dire 8, 9, 10, c'est là qu'il est le plus volatile, à un niveau à peu près de 0,13%. Et l'après-midi, 14 heures, donc ça correspond au chiffre économique, on peut comprendre. Hein. Et puis, 15, 16, il reste quasiment aussi volatile que le matin. Donc, ça veut dire que probablement, il suit un peu ce qui se passe sur les marchés US ou ce que font les autres contrats d'obligations américains. Et puis, par contre, ce n'est pas très intéressant de le trader a priori le soir européen parce que, vous voyez, il est 2 à 3 fois moins volatile, on va dire 2 à 2,5 fois moins volatile que à ses meilleures heures. Quoi. Le 30 ans, est-ce le UST bond sur CME CBOT? Oui, c'est ça, exactement. Quoi. Ensuite, quand on regarde le 30 ans, lui, clairement, il est le plus volatile l'après-midi européen. Donc le matin américain. Donc il y a les chiffres économiques, ça crée une secousse, et puis vous avez après probablement, ça rebondit dans un sens, dans l'autre. Donc il est excellent pour être tradé l'après-midi, notamment durant les heures du marché américain. Vous laissez passer à la limite la news, parce que ça c'est quand même très aléatoire à trader, mais après 15-16, c'est parfait pour travailler dessus. Quoi. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que la volatilité, elle est le double de celle du Bund. Vous voyez, parce que on dépasse ici 0,25%. Disons qu'on atteint quasiment 0,28%. Divisé par 2, ça fait 0,14. Or, 0,14, c'est pas loin du maximum pour le Bund. Donc, ça, c'est une information intéressante. Le 30 ans, il est 2 fois plus volatile que le Bund.
Alors, les futurs, en fait, ces contrats-là, si vous voulez, sont assez grands, c'est-à-dire qu'ils cotent par exemple 150 points fois 1000 euros ou 1000 dollars selon qu'on a le Bund ou le 30 ans. Donc, ils ont un ordre de grandeur de 150 000 euros et une marge d'à peu près 800. Ça fait quasiment du levier maximum de 200. Donc, en fait, on voit que les bourses ont adapté la marge pour que le levier soit grand parce que la volatilité est faible. Hein, la volatilité de 0,14% ou de 0,25%, c'est pas beaucoup quand on compare par exemple, l'argent, comme on avait vu l'autre jour, l'argent ou un DAX ou un Dow Jones, c'est beaucoup plus petit ça, 0,25 ou 0,15. C'est pour ça que le marché doit prévoir, en fait, s'il veut avoir des traders, il doit prévoir comme un effet de levier plus grand pour leur permettre, en fait, de trader, que ce soit intéressant pour eux, quoi. Alors, continuons. Alors là, je veux juste faire un point. Je ne vais pas rentrer dans trop le détail de, on va dire, comment la commission et toute cette histoire-là. Mais je vais faire le point suivant, c'est que sur la gauche, j'ai montré le carnet d'ordre du Bund hier après-midi ou avant-hier après-midi. Donc, on voit que ça trade dans les 158. Rappelez-vous ce que j'ai dit, hein. Un point, c'est 1000 euros. Et puis, le tick, c'est 0,01. Donc, ça, c'est en fait assez microscopique. Et vous voyez que sur les côtés, 166, 181, ça, c'est en fait le nombre de contrats qui sont offerts ici à la vente pour les niveaux de prix respectifs et ici à l'achat pour les niveaux de prix respectifs. Donc, vous avez 166 contrats offerts à l'achat et 1 centime plus haut, 181 offerts à la vente. Donc, on a vraiment un carnet extrêmement liquide. Je rappelle qu'un DAX ou un CAC, le nombre de contrats dans le marché des futurs se mesure plutôt en unités, voire en dizaines ou en quelques dizaines, alors qu'ici, on est à l'échelle de la centaine. Et quand on est avec le 30 ans, on est à l'échelle du millier, quoi. Alors, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que quand vous prenez les CFD, et je vous laisse, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à regarder comment cotent les CFD chez n'importe qui. Vous verrez, c'est quand même plus grand que 1 centime. Donc, c'est quand même, on va dire, plus cher. D'un autre côté, il y a peu de gens qui traitent les obligations. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus que les spreads sont moins compétitifs. Mais en tout cas, dans le marché des futurs, on est au paroxysme de la liquidité maximale. Et du coup, ça produit comme effet que les spreads sont très serrés, ce qui, pour nous autres, on va dire les traders actifs, est très intéressant. Et c'est ce que je voulais mentionner ici, quoi. Je rappelle juste que pour ouvrir un compte futur chez nous, il faut un minimum de 5 000 euros. Et je dirais, toutes les conditions, vous pouvez les trouver sur le site web. Et le point est fait, quoi. Moi, je trade maintenant en automatique sur les futurs directement. Et je dirais même en termes de gains ou de pertes, quand vous prenez un seul contrat, c'est tout à fait raisonnable. Je gagne 50, je perds 40, je gagne 120, je perds 110. C'est cet ordre de grandeur sur un trade. Un trade où je ne suis pas là, ça trade durant la journée, un ou deux trades. On n'est pas à l'échelle de 1000, hein, comme ça pourrait être sur un DAX, etc., quoi. Ici, c'est quand même tout à fait, on va dire, supportable à partir du moment où on a un compte. Bon, il ne faut pas avoir 500 euros, mais si on a un petit peu plus quand même, c'est tout à fait supportable, quoi. On peut travailler avec ça, quoi. Alors, maintenant, passons un peu. Vous arrivez à être rentable avec le trading automatique. Pose Janaï. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Mais je n'ai que commencé avec ces stratégies en automatique vers le mois d'octobre, je pense. Et j'utilise en fait Aikinashi. C'est pour ça que je parle d'Aikinashi aujourd'hui.
parce que j'utilise en gros les concepts qu'on va voir dans la partie qui suit. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'un graphique Aiki Nashi? Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. Vous voyez en haut, vous avez le graphique à chandelier classique. Chez nous, les bougies sont blanches ou rouges, mais on peut les mettre dans la couleur qu'on veut. Mais en dessous, on a le graphique Aiki Nashi auquel vous pouvez accéder dans NanoTrader si vous cliquez sur le bouton celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? On remarque, il y a deux éléments. La première chose, c'est ici, on a clairement une période de tendance haussière. Eh bien, en tendance haussière, de même qu'en tendance baissière, le graphique Aiki Nashi tend à être de la même couleur. Donc, tout vert, puis après, quasiment tout rouge. À part ces deux bougies, après, il est de nouveau tout rouge. Donc, le graphique Aiki Nashi, en lui-même, il a comme intérêt déjà d'être une sorte de filtre de tendance ou d'indicateur de tendance, quoi. La deuxième chose, c'est que puisqu'il est si coloré pour la période, la phase haussière, et si coloré à l'opposé pour la période baissière, entre les deux, on se doute que comment dirais-je, il a comme caractéristique qu'il nous permet peut-être de détecter les retournements de tendance. Vous voyez? C'est-à-dire, on a une période de hausse, on commence à avoir des bougies rouges, et bien maintenant on est passé en période de baisse, et donc, en tant qu'indicateur, lui, il peut nous permettre de nous positionner à ce moment-là. Donc, sur ce qu'on appelle un retournement de tendance. Vous voyez? Et d'un autre côté, on peut aussi l'utiliser pour nous informer que nous sommes en tendance, puisqu'il garde la même couleur. Donc, il a deux comme ça caractéristiques très intéressantes. Alors maintenant, là, je ne vais pas vous décourager, mais en gros, comment est-il construit? Alors, ne vous laissez pas impressionner par les formules. Deux éléments importants. Premièrement, sur la gauche, vous avez une bougie normale, une autre bougie normale. Sur la droite, vous avez la bougie Aiki Nashi de départ, et puis vous avez maintenant la bougie Aiki Nashi d'arrivée. Alors, première chose importante, la bougie Aiki Nashi d'arrivée, elle est fonction en fait de la dernière bougie chandelier et de la bougie Aiki Nashi précédente. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le corps de la bougie Aiki Nashi commence toujours au milieu du corps de la bougie Aiki Nashi précédente. Vous voyez? Donc, la bougie Aiki Nashi précédente, elle a un corps, c'est ce petit rectangle. La moitié, c'est ce niveau. Et ben, la bougie Aiki Nashi suivante, elle va toujours commencer au milieu de ce corps. Donc ça, c'est le lien qui existe maintenant avec la bougie précédente, de la même famille, c'est-à-dire d'Aiki Nashi. Maintenant, on s'intéresse au corps. Parce que c'est le corps, la clôture, le prix de clôture en haut, qui va donner la couleur. Donc, ce prix de clôture, lui, il vérifie une propriété un petit peu semblable, mais là, on regarde la dernière bougie du graphique chandelier. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la moyenne entre le haut, le prix de clôture, prix d'ouverture et le bas. Ici, haut et bas sont symétriques, donc en gros, c'est comme le milieu de cette bougie. Et là, on dessine maintenant notre Aiki Nashi. Vous voyez? Donc ça, c'est le truc. Après, bon, le plus haut, ça correspond au plus beau. Ça, c'est un détail. Ce qui est important, c'est le corps. Donc, ça explique pourquoi le graphique est tellement coloré, puisqu'il commence toujours à la moitié du corps précédent. Donc, tant qu'il reste vert, eh ben, ça fait un beau vert consécutif. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut comme condition sur la bougie normale, chandelier, pour qu'on ait maintenant un changement de tendance sur l'Aiki Nashi? Alors là, on reprend notre même bougie. On a notre même bougie verte ici. Et puis, supposez maintenant que la bougie chandelier se renverse
enfin plutôt le prix se renverse et du coup ça crée une bougie rouge immense. On dessine le milieu de cette bougie rouge immense, il correspond à peu près à ce niveau. Donc la bougie maintenant Aiki-Nashi, elle est au milieu du corps d'Aiki-Nashi et maintenant elle est au milieu de cette bougie rouge et là on a maintenant une toute petite bougie rouge Aiki-Nashi. Alors cette toute petite bougie rouge, en fait, elle traduit un immense mouvement opposé qui est celui qu'on voit sur la gauche. Donc en fait, on comprend pourquoi Aiki-Nashi, pourquoi le graphique ne change pas beaucoup de couleurs, parce que tant qu'on n'a pas un retournement littéralement de tendance dans le graphique en chandelier, eh bien la bougie Aiki-Nashi va continuer de rester de la même couleur que la tendance en cours. D'accord? Donc ça c'est l'explication un petit peu de la couleur d'Aiki-Nashi et pourquoi c'est rare en fait qu'il change de couleur. C'est rare, pourquoi? Parce que c'est rare qu'on ait une si grande bougie opposée au mouvement précédent. Alors, bon, je passe ça, je vous l'enverrai par email, ça, c'est comment on charge Aiki-Nashi sur la plateforme. Et maintenant, on attaque le signal Aiki-Nashi. Donc là, on a introduit la notion de graphique. Maintenant, on s'intéresse au signal. Alors, là, j'ai organisé ça un petit peu en 3 parties. Et on va commencer par, alors, il y a des avantages. C'est-à-dire que le signal, il est un petit peu complexe, parce qu'il mélange un peu les unités de temps. Et tout ça est réglable. Alors, on va expliquer ça calmement. Donc, en haut, qu'est-ce qu'on voit? On a le graphique normal. 15 minutes, par exemple, sur l'euro USD. On a chargé le signal. On voit ici, sur le fond d'écran, on va dire une ligne verticale grise. On en voit une autre à droite, on en voit une autre à gauche. Celle qui est rouge ici, elle nous indique que c'est minuit, le début de journée. L'euro USD, il trade 24 heures sur 24, donc on a un prix la nuit, puis le matin européen, ça s'excite un petit peu. Et puis là, il y a un signal. Et en fait, ce signal, il est produit par le graphique qui est dans la sous-fenêtre en dessous, que vous voyez en dessous. Ce sous-graphique, c'est en fait un graphique Aiki-Nashi. Et c'est un graphique Aiki-Nashi qui est plus large, dont les bougies sont plus larges que les bougies du graphique à chandelier qui est au-dessus. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise une propriété du signal qui est de pouvoir changer l'agrégation. C'est-à-dire, on se permet de modifier l'agrégation du graphique Aiki-Nashi qui va générer les signaux. Donc ici, par exemple, vous voyez que sur la gauche, je vous le montrerai après dans la plateforme, mais sur la gauche, il y a un 5 fois. Vous voyez, au-dessus, vous avez 15 minutes et en dessous, vous avez 5 fois 15 minutes. Donc ça veut dire qu'en fait, le graphique, on l'a basé sur 5 fois 15 minutes, c'est-à-dire 75 minutes. Et là, vous avez une période un petit peu où on a des bougies un petit peu rouges, puis blanches. Donc, grosso modo, là, à un moment, il y a un changement de tendance. Et puis, le temps que ça arrive, grosso modo, sur le graphique de 15 minutes, ça va tomber sur cette barre, c'est-à-dire là où le fond d'écran est gris. Donc déjà, première propriété, le graphique est agrégeable. Donc, on peut agréger le graphique qui sert à déclencher des signaux. Ça, c'est très important parce que quand on agrège, on a moins de signaux et on a souvent des meilleurs signaux. Si on agrège trop, on n'a plus de signaux ou alors des signaux pour travailler en journalier et plus en minutes. Donc, il faut trouver le bon compromis. Mais on peut régler ça. C'est un choix. Un choix, c'est plus de possibilités. Plus de liberté, plus de possibilités, c'est plus de valeur.
Avantage numéro 2. Le signal Aiki-Nashi est paramétrable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Paramétrable, ça veut dire que maintenant, observons ce graphique Aiki-Nashi en dessous. On voit qu'on a la période baissière symbolisée par les bougies rouges. Puis, à un moment, on a une période haussière qui commence par notamment la première bougie blanche. Alors, ce qu'on est capable de faire avec ce signal, avec les deux premiers paramètres qui sont ici, là, c'est on peut définir quelle combinaison de bougies déclenche le signal. En l'occurrence, combien de bougies de la dernière tendance, par exemple 2, c'est-à-dire deux bougies rouges, et combien de bougies de la nouvelle tendance, par exemple 1, eh bien, 7 bougies blanches ici. Donc, si on a à la jointure entre la phase baissière et la phase haussière, si on a maintenant au moins 2 bougies rouges et une blanche, c'est un signal pour nous. Et ce signal, il va se déclencher dans notre graphique principal, ici en l'occurrence dans cette bougie-là. Vous voyez? Donc, ça c'est le deuxième avantage. Troisième avantage, c'est le fait qu'on puisse dire, tiens, j'ai envie de rentrer un peu plus tôt. Alors, un peu plus tôt, attention à ce que ça veut dire et attention à est-ce vraiment de la valeur pour nous? Ça dépend. Donc, je montre ici le graphique. Vous voyez, vous avez en fait vous avez un fond d'écran ici grisé, puisque la bougie blanche qui est en dessous, elle regroupe en fait 3 petites bougies ici. Donc, elle se dessine après la première bougie dans le graphique principal, exactement à ce moment-là. On a une clôture à la fin de la bougie dans le chart principal. Et donc, on a cette figure dans Aiki-Nashi. Et si ici, on dit qu'on a besoin de une bougie au minimum pour déclencher, NanoTrader va déclencher un ordre sur la base de ce signal. C'est-à-dire que d'un point de vue temporel, ce signal, si on suppose que le chart au-dessus fait 5 minutes et que le chart en dessous fait, du coup, avec une agrégation de 3, fait 15 minutes, eh bien, dès les premières 5 minutes, on a la possibilité de rentrer en position. Et si on n'est pas rentré pour X raison, à la deuxième bougie qui suit, on pourra aussi rentrer, et à la troisième bougie, on pourra aussi rentrer. C'est-à-dire qu'on peut en fait rentrer plus tôt. Ça, c'est le concept. On peut rentrer plus tôt. Donc ça, c'est surtout lorsqu'on fait du trading automatique ou si on veut se faire prévenir par un signal, eh bien, on peut se mettre ici, on fait le réglage, on le met sur 1. Au lieu de le mettre sur 3, on le met sur 1. Et puis, on a la possibilité de rentrer plus tôt. Maintenant, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Parce que si, suite à cette première bougie, vous avez le marché qui se retourne, c'est très possible qu'à la fin de la troisième bougie, en fait, on n'est pas du tout cette configuration. On est une autre bougie rouge. Dans ce cas, on est rentré en position, alors que si on avait attendu, on aurait vu que le marché, en fait, a fait un faux rebond. Vous voyez, donc, ça peut être un avantage dans certains cas, ça peut être un inconvénient dans d'autres cas. En tout état de cause, lorsqu'on est en mode backtest, il faut toujours que le nombre minimum de bougies soit égal à l'agrégation. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec une agrégation de 3, eh ben, il faut que ce nombre minimum de barres pour un signal taux, il faut que ça soit sur 3. Parce que quand on fait un backtest, on ne peut que juger sur ce qui s'est passé à la fin de la période
on ne peut pas juger de ce qui s'est passé au milieu, parce qu'on n'a pas l'information. Vous voyez? Donc, et si vous ne faites pas attention à ça, en backtest, vous vous retrouvez avec des backtests super bons, quand en réalité, ce sont des illusions. Donc, il faut être un petit peu prudent ici. Qu'est-ce qu'il y a comme autre caractéristique ou paramétrage? Vous avez en fait deux morceaux. Parce que vous avez un code qui correspond à ce qu'on affiche dans le chart principal, et puis vous avez un code qui correspond à ce qu'on affiche dans le chart secondaire. En tout état de cause, on peut définir des périodes, par exemple ici de 18h jusqu'à minuit, et on peut déclencher des alarmes, des alertes, donc une boîte de messages, un son, un email. L'email, il faut le régler dans extra options, etc. Et voilà. Donc, voilà. Et maintenant, on passe à la stratégie. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais en fait, je vais sortir de la présentation. Je vais ouvrir en fait ma plateforme parce que je pensais l'avoir ouverte, mais en fait, je ne l'ai pas ouverte. Alors, Delphine, comme le break-even stop end of period. Oui, c'est le même concept. End of period, à la fin de la période. Quand on a des données historiques, on n'a pas forcément quand on a des données historiques, la nano, elle va calculer en fait sur la base des données à la fin de la période. Donc, si au milieu de la période, la bougie était différente, on ne sait pas l'apprécier. Et du coup, si on ne règle pas on va dire le paramètre sûr de manière à ce qu'il soit égal à l'agrégation, vous n'avez qu'à faire le test. Vous verrez des super backtests, mais en fait, c'est faux. En fait, c'est faux parce qu'il vous montre que les bons trades d'une certaine manière et tous les mauvais trades, là où vous auriez perdu, disparaissent de l'écran, quoi. Alors, comment ouvre-t-on en fait un graphique? Alors, on va sur le bouton ouvrir un graphique. Et moi, j'ai envie de vous montrer en fait le Bund. Donc, je tape Bund. Et le Bund, je l'ai à différents endroits. Donc, moi, je vais prendre le Bund. J'utilise pas de système ici sur cette plateforme, pas CQG, donc je vais prendre pas de système. En haut, on voit que Eurobund, ça existe, vous voyez, Eurobund. Ça, c'est maintenant le CFD. Ça, c'est le futur. Alors, je fais un clic droit, modèle d'étude et signal. Signal, et là, je vais chercher Aiki-Nashi. Je cherche Aiki-Nashi et Aiki-Nashi se présente. Alors, là, j'ouvre le graphique en grand. Je vous montre juste le Bund. Vous voyez? Une petite chose que je pourrais montrer tant qu'on y est, parce que je ne l'ai pas montré avant, c'est le 30 ans. C'est le carnet du 30 ans. Vous voyez, 30 ans, vous faites 30 ans. Bon, là, j'ouvre juste le graphique normalement. Je dirais que, bon, la première chose qu'on voit, c'est que le spread, il est quand même minimum. Par contre, ici, je me demande si on n'est pas déjà, ou les grands traders, s'ils ne sont pas déjà passés sur l'échéance suivante. Parce que je trouve ce carnet assez mince pour un bond. Donc, je vais juste faire un essai ici. Je retape 30 ans. Je mets juin. Vous voyez ce qui se passe? Les traders sont déjà passés sur l'échéance de juin. Ils sont passés sur l'échéance de juin. Et là, vous voyez 400, 500, 350, 370, etc. Quoi. Ouais, donc là, c'est vraiment, pour ainsi dire, 3 fois plus liquide que dans l'échéance de mars. Donc, ma théorie selon laquelle le coût
est moindre pour les futurs est vrai, puisque là, on voit bien que on est en plein dans le marché, on va dire dans l'après-midi, où on est à la fin de l'après-midi européen, et on voit que le spread est rikiki. Alors, je ferme ça. Alors, je reviens, regardons un petit peu le graphique. Alors, je vais ôter maintenant le carnet d'ordre. Voilà. Intéressons-nous plutôt maintenant au graphique. Alors, vous voyez en fait qu'est-ce qui se passe avec cette... alors, là, on a l'agrégation. Donc, je fais un clic droit, agrégation. Donc, si je le mets sur 1, on a le même graphique, si ce n'est que c'est un Aiki Nashi. Ce graphique en haut, il est réglé, vous voyez ici, sur bougie. Mais si je vais à côté, on a Aiki Nashi. Vous voyez? Donc maintenant, si je le mets lui sur Aiki Nashi, visuellement, c'est Aiki Nashi. Et du coup, il est égal à l'Aiki Nashi qui est en dessous. Vous voyez? C'est la même chose. Je reviens sur bougie. On a dit 15 minutes. Et moi, j'ai en fait développé donc la stratégie en me basant sur une agrégation de 6. Donc, je vais là, et avec la molette, je mets 6. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, ici, quand on fait ça, toujours le dernier paramètre. Alors, le dernier paramètre, on peut le voir dans le graphique, on peut le changer là. 6. Oui. Ouais, si je me mets sur 1, oui, ça devient plus... Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 6 opportunités pour rentrer dedans. Mais si on dit 2, ça veut dire on veut au moins 2 barres. Alors maintenant, on n'a plus que 5 possibilités, etc. Je veux au moins 6 barres. Et bien ça veut dire qu'en gros, je me base sur la fin de la période agrégée, la période en bas. Alors, en termes de déclencheur, j'ai parlé d'une certaine configuration, hein, d'une certaine combinaison. Donc ici, on a par exemple 3 et 2, c'est-à-dire on a 1, 2, 3, 1, 2, ça donne un signal. Mais moi, je vais choisir en fait, je vais le laisser, je vais vous le montrer après quand on rajoute un peu des jours. D'ailleurs, je vais un petit peu rajouter des jours. Donc, je vais mettre 200 jours. 200 jours, voilà, donc vous voyez, le marché est quand même dans une sorte de range. Mais là, il est quand même, il a cassé, il rebondit un petit peu maintenant. Et ça nous amène au mois d'août. OK. Alors, j'ouvre la barre de personnalisation. Je vais ouvrir aussi sur le côté la barre d'infos. Je me mets sur évaluation. Ici, je vais régler un petit peu comme je l'entends. Hein. Donc, 2 fois, 1 fois. C'est-à-dire que j'ai besoin de... J'essaie de trouver quelque chose un petit peu... un peu parlant, quoi. Un peu plus visuel. Donc, ici... Voilà. Par exemple, ici, vous avez 1, 2, 3 bougies rouges, 4 bougies rouges, suivies par une bougie verte. En fait, cette bougie verte, elle donne lieu à un signal qui, sur le graphique principal, se situe à ce niveau-là. Oui. Si je dis 3 bougies, ça ne change rien, puisque là, on a 4 bougies. Ouais. Mais si je dis, par exemple, 5 bougies, ah ben là, on n'a pas 5 bougies rouges. Oui, on n'en a que 4. Si je mets 4, le signal réapparaît. Et nous, on va en mettre 2. 2 et 1, c'est pas mal. 1 et 1, c'est bien aussi. OK. Alors, maintenant, on va construire notre stratégie.
Alors, la première chose, c'est qu'on va se mettre dans un graphique de 5 minutes. Voilà, on est dans un graphique de 5 minutes. On va travailler sur la période 8 heures du matin. Alors, je tape 800 ici. Et on s'arrête à 17h59. On va positionner des stops. Stop. Alors, stop fixe. Alors ça, c'est un stop que j'ai fabriqué moi-même. Il y a l'équivalent dans la plateforme, mais pour jouer un petit peu avec l'analyse sensitive, c'est mieux d'utiliser mon propre stop. Je vous expliquerai pourquoi. On va mettre un objectif, target, fixe aussi. Voilà. Et puis, on va mettre un flat, donc un filtre flat, pour sortir en fin de journée. Et on va rajouter un filtre de tendance. Et on va prendre l'outil qu'on aime bien, le Super Trend. Et le Super Trend, on va l'afficher dans une sous-fenêtre. Et on va le mettre en tant que filtre. Voilà. Je regarde juste si j'ai tous mes éléments. J'ai un stop, un objectif, un flat, un super trend, le signal terminé. Vous voyez? Pas plus d'éléments que ça. Ici, je mets un peu d'ordre. Alors, je vais mettre le méta-sentimentor en bas. Je ferme. Ici, pour bien comprendre, le super trend, vous voyez, il est basé, c'est ces courbes rouges et courbes vertes. La courbe bleue, c'est en fait le prix de clôture. Et donc, lui, il analyse, voilà, ça c'est une période de baisse. Ah, maintenant on est dans une période de hausse, etc. Et il délimite comme ça les périodes de hausse et de baisse. Donc, on va utiliser ça comme un guide pour savoir est-ce qu'on traite à la hausse ou à la baisse. Et puis, on va essayer de chercher une bonne combinaison. Alors, je vais afficher le graphique de performance en dessous. Je le monte, je vais le mettre au-dessus. Alors, méta-sentimentor, je ferme. Ici, en bas, pour avoir plus de place, je vais ôter la barre de page. Voilà. Ça, j'en ai pas vraiment besoin pour dire la vérité, sauf si j'ai vraiment envie d'analyser. Donc, je vais le descendre. Ça, je vais le laisser un petit peu. L'equity est là. Un double clic. Maintenant, on voit qu'on n'a pas activé encore le flat. Alors, le flat, on va le mettre sur 21 heures. Voilà. On active. Vous voyez maintenant que à la fin de chaque journée, vous avez une période à partir de 21 heures qui est bleutée, c'est-à-dire qu'on ne rentre plus en position. Et si on a des positions, on clôture la position. Et puis, le super trend. Alors, mon réglage, il est basé sur 10, donc on considère 10 bougies. Le span, c'est une question de à combien on met la courbe. On va la mettre à 2. On va la mettre à 2. 2 fois, donc ça c'est une histoire de 2 fois la volatilité, c'est 2 fois l'ATR. Et ce qu'on va faire, c'est on va agréger en fait le super trend, c'est-à-dire on va l'agréger comme notre signal, c'est-à-dire sur 6 fois. Voilà. Et on va maintenant... Alors, vous voyez, quand on fait ça, on a rajouté des jours. Mais ici, au niveau de la fin, ça, c'était notre période initiale d'évaluation. Donc, nous, on va laisser la période d'évaluation couvrir toutes les données chargées. Vous voyez? Et on voit que on a... En tout cas, on ne perd pas. Dans un premier temps, au moins, on ne perd pas, quoi. On a une courbe positive. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder au niveau des stops et des objectifs, puisque en réalité, je les ai basés sur l'ATR. Donc ici, je vais les ouvrir. Vous voyez? Donc en fait, je les ai basés sur l'ATR. Donc ici, c'est 10 fois l'ATR.
mais sur 200. Sur 200. Voilà. Et ça nous donne cette courbe. Et maintenant, on va un petit peu étudier l'analyse sensitive. Donc, pour, par exemple, le critère ici d'objectif, target, donc long. Alors, ici, le 10, il varie entre 0 et 10. On va le mettre entre 0 et 20. Et on va lancer l'analyse de sensitivité pour voir est-ce qu'on peut régler mieux notre objectif. Alors lui, qu'est-ce que ça fait? Lui, il fait que maintenant, il est réglé sur 10. 10, c'est en fait ici. Et donc, quand on le fait monter, ça améliore la performance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être passer sur exactement donc la même étude, mais avec les bons réglages. Et les réglages, c'est surtout à ce niveau-là. Donc, je vais juste prendre une copie d'écran pour être sûr que... Voilà. Je prends ma copie d'écran, je la mets de côté. Et maintenant, je vais passer sur ma feuille qui est ici. Voilà. Voilà. Alors, ma feuille, elle est réglée légèrement différemment. Reprenons juste un petit peu. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai fait une copie d'écran sur un papier. C'est trop petit. J'ai mes lunettes, mais malgré tout, j'arrive pas bien à lire les caractères. Donc, ici, le réglage est plus est meilleur, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai un petit peu bidouillé avec les différents réglages. Et en fait, pour ce qui concerne le signal en lui-même, 2, 1, on a bien ça. Par contre, au niveau de l'agrégation, c'est 4. Là, on est, excusez-moi, sur le 30 ans. Donc, on revient en fait sur le Boone. Excusez-moi pour cette confusion. Pour le Boone. Ah, voilà. La belle courbe du Boone. La belle courbe du Boone. Mille excuses. Hein. En fait, j'avais les deux stratégies, mais la stratégie du Boone est meilleure. Alors, regardons un peu les réglages. 2, 1, c'est ce que j'avais. 6, c'est ce que j'avais. 800, 17,59, c'est ce que j'avais. 21 heures, j'avais 21 heures. Maintenant, j'ai mis 21h30. Ok, bon, c'est pas un changement trop important. Supertrain 10-2 est réglé sur 6 fois. Ça, c'est la même chose. Le chart est bien sûr 5 minutes. Et grosso modo, la différence vient un petit peu des réglages au niveau du stop et de l'objectif. Ça, c'est ce qui fait varier en fait la performance. Parce que vous voyez, on a en fait ici 2, 1, 6, 800, 17,59, 10, 2, 21 heures. Bon, là, on avait 21 heures, nous on a 21h30. En fait, les grandes différences, c'est ici, quoi. Donc, moyennant, en gros, un meilleur réglage, donc si je reprends par exemple ici le short et je fais sensibilité, j'ai un petit peu cherché un petit peu l'optimum en termes de réglage, bien entendu. Et c'est comme ça un petit peu qu'il faut faire. Hein. On a ici une stratégie qui est, en termes de composants, qui est assez simple, enfin simple en termes de le nombre de composants, puisqu'on a
Tout ce groupe-là, c'est lié en fait au signal Akinashi. Alors le fait qu'il y ait deux indicateurs, c'est pas grave. Le fait est que tout ça, c'est le signal. On a le filtre de tendance avec lequel on a un petit peu joué au niveau de l'agrégation pour trouver une sorte de, je dirais, de compromis pour réduire un peu le nombre de trades et trouver une meilleure courbe de performance. On a un flat, ça fait 3. Puis on a objectif, stop, ça fait 4. Ces objectifs et ces stops, ils sont placés à une distance fixe, mais cette distance, elle est fonction de l'ATR. C'est-à-dire que s'il y a des périodes un peu plus volatiles que d'autres, l'objectif, il va augmenter un petit peu si c'est plus volatile, ou il va un petit peu se rétrécir si c'est moins volatile. Donc après, vous voyez, avec l'analyse sensitive comme je viens de la lancer, on voit que par exemple pour le critère de l'éloignement du stop, en période de trade perdant, enfin pas perdant mais baissier, short, on voit que le facteur de 6 est mieux. Pourquoi? Parce que ici, on fait varier en bas, vous voyez, entre 1 et 20. On a ici 1 et 20. Donc on fait varier ce paramètre et on regarde c'est quoi l'impact sur le résultat total. Donc là, on voit qu'on est vers les 8500. Ça monte, ça descend, ça monte, mais disons le trend est haussier. Donc la performance augmente quand on éloigne le stop. Donc on l'éloigne, on l'éloigne, on l'éloigne. On atteint ici une sorte de maximum vers 11 000. Mais si on continue de l'éloigner, ça devient contre-productif. C'est-à-dire que on va probablement, je sais pas, le marché va se retourner, ou enfin on va pas être stoppé, ou on sera stoppé avec des pertes plus grandes. Toujours est-il que, vous voyez, typiquement, il y a une sorte de maximum. Alors ce maximum, c'est pas une valeur hyper précise, c'est une région, c'est entre 5 et 7 grosso modo, quoi. Mais ce type de raisonnement, c'est ce que moi j'utilise pour affiner un petit peu mes stratégies. Et je dirais sur la base de ce type de réglage, je fabrique des stratégies. Et après, je les trade en mode automatique. Et bon, je fais un peu plus des backtests plus longs pour voir un peu la robustesse du système, etc. Mais fondamentalement, je fais exactement le même genre d'analyse, quoi. Quel est le risque en argent de ce stop à 6? Très très bonne question. Très bonne question. Alors, regardez. Prenons par exemple la période récente. Là, il y a une perte. Vous voyez, on prend la journée d'avant-hier. Pour la journée d'avant-hier, donc là, je vais diminuer. Là, je diminue. Vous voyez, alors, cette perte, alors ça, c'est un gain, mais ça, c'est une perte. Vous voyez, et on voit bien que ça représente en fait 6 fois cet ATR. Et si je vais ici, je dis démarrer. Alors, vous voyez, il y a deux choses, dont une chose qui a été rajoutée il y a à peu près 2 mois. Démarrer avec une valeur 0 chaque jour, c'est ça. C'est-à-dire, dans cette journée-là, il y avait 0, pas de trade. Là, il y a un trade. Hop, on a gagné 110 par exemple. Et on a perdu ici. Alors là, on est au début d'une nouvelle journée. C'est pour ça que ça revient à 0, quoi. Et là, on a perdu 259. Ouais. Donc, maintenant, Alain, peut-être que ce type de figure, hein, peut-être qu'il y a matière à ne pas se faire tuer comme ça bêtement et sortir plus tôt, notamment après ce rebond, etc. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur, on va dire, une sorte d'optimisation un peu du stop, etc. Pour le moment, je n'ai pas vraiment trouvé. Quand le stop est simple, ça donne de meilleurs résultats que si je trouve quelque chose de trop compliqué. Parce que si vous sortez plus tôt, vous risquez aussi des fois de re-rentrer. C'est-à-dire que vous vous épargnez un peu de pertes sur un trade, mais vous vous créez plus de pertes parce que ça génère, par exemple, des signaux en plus qui s'exécutent et puis votre backtest, en fait, c'est plus le même. C'est les mêmes.
les trades que vous aviez initialement, moins, plus des trades qui se sont rajoutés et qui ne sont pas forcément gagnants pour vous. Donc, à voir, quoi. Mais tu peux voir que l'échelle 250, c'est un peu ce que j'ai dit avant, hein. Un coup on gagne 100, un coup on perd 60, ou on gagne 200, mais disons, ce n'est pas, moi personnellement, 250, je vois ça assez rarement quand même dans mes trades sur le Boon, quoi. Ici, vous voyez, la fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'était ça. Commencer avec 0 pour chaque trade. Là, on voit donc ce trade, lui, en fait, il a clôturé ici à peu près 250. Et ce trade, il commence à 0 ici et il a clôturé à peu près à 200. Donc ça, c'est très intéressant quand on veut faire un peu étudier un petit peu. Et là, par exemple, aujourd'hui, on est en territoire négatif de 50 parce qu'on a le signal à la hausse, mais le marché maintenant part latéralement et selon nos statistiques sur la volatilité, il y a peu de chances que ça soudainement bondisse, quoi. Donc, environ 65% de trades perdants, ça c'est Jean. Effectivement, sur le côté, là, vous voyez tout à fait, les statistiques de la stratégie. Donc, 65% de trades gagnants. Gain moyen sur perte moyen 0,93. Donc, on va dire c'est quasiment 1 pour 1. Et on tend à gagner plus qu'à perdre. Exactement. Donc, si on accorde un risque de 1% de son capital, il faudrait 25 000, pardon, trade gagnant. Ben, je dirais, si vous êtes en présence d'une stratégie qui vous plaît, maintenant je vous ai donné un embryon de stratégie. Et j'aime bien vous donner des embryons de stratégie. Et en général, ce sont des stratégies qui ont toujours un bon potentiel. Parce que je ne vous donne jamais quelque chose d'horrible. Vous voyez? Donc, cette stratégie, bon, il faut, je dirais, ça peut valoir la peine de la tester, tout simplement, hein. Moi, quand je tombe sur une stratégie comme ça, moyennant, je regarde un petit peu, est-ce que les jours précédents, cette période, c'était tout le contraire. Si la robustesse se vérifie un peu plus sur le long terme, je suis prêt à la trader parce qu'il faut essayer, quoi. Après, si maintenant je m'aperçois au bout de 3 mois que je ne fais que perdre, bon, j'arrête aussi et puis j'essaie de reconsidérer, quoi. Maintenant, si on s'accorde un risque de 1% de son capital, il faudrait 25 000, etc. Ça dépend, hein, si la stratégie elle gagne, on peut avoir moins de capital et on peut essayer. Ça c'est comment dire, ça dépend, Alain, ça dépend. Moins on met d'argent et plus, d'une certaine manière, le rendement va être grand. Oui, si on met plus d'argent, le rendement va paraître plus petit en pourcentage. Mais si on veut risquer 1%, bon, ouais, à voir, quoi. À voir, quoi. Il faudrait intégrer les frais. Ça c'est vrai, tout à fait. Ouais, ouais. Donc, il y a 246 trades. Un trade, si je ne me trompe pas, c'est 2,90 par lot, par contrat. Donc, si on prend un contrat, on a 246 x 3, quoi. Donc, 3 x 3, 9, ça fait à peu près 900 de frais. Ça fait, allez, on va dire, ça fait 1000 de frais pour 10 000 de profit. Donc, si on intègre les frais, ça gagnerait quand même largement. Vous voyez? Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça que vous devez faire, hein. Ici, j'attire juste votre attention sur le Bund. Pourquoi? Parce que le Bund, on va en entendre parler probablement dans les mois qui viennent, parce que peut-être les taux vont monter, qu'ils risquent de bouger, de faire des beaux trades, d'offrir des beaux trades. Mais le 30 ans, c'est vrai aussi. Le 10 ans, c'est vrai aussi. Même le 5 ans, je le traite. Le 5 ans américain, je le traite dans une stratégie liée à Akinashi. J'ai à peu près combien? 12 stratégies qui tournent basées sur ce Akinashi là.
La seule différence, c'est que j'ai un autre fil de tendance et les réglages sont bien sûr adaptés à chacun des instruments. Mais ça tourne sur du pétrole, ça tourne sur des indices, ça tourne sur des obligations et il y en a 12. Et ça se fait depuis le mois d'octobre et je suis gagnant depuis le mois d'octobre, mais bon, je ne veux pas non plus. Je gagne à peu près sur un capital de 100 000, je gagne à peu près 10 000, quoi. Donc c'est quand même pas mal, mais c'est pas non plus. On peut pas dire que j'ai assez de recul. C'est pas comme avec ma stratégie Treeline Break, où là maintenant j'ai quasiment 3 ans et demi, je vais sur les 4 ans de recul et qui fonctionne toujours bien. Et donc, je dirais une grande différence ici par rapport à Treeline Break, c'est que le filtre de tendance, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est intraday. C'est-à-dire, il n'est pas basé sur le journalier, il est basé sur une unité de temps à l'intérieur de la journée. En l'occurrence, agrégation de 6 pour 5 minutes, c'est 30 minutes. Donc, c'est comme si on filtre sur une base de 30 minutes. Vous voyez? Alors que, par exemple, Treeline Break, dans mon cas, je filtre sur un indicateur on va dire de tendance, mais basé sur la journée. Donc, une échelle beaucoup plus grande. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la stratégie, le concept de marier un signal, et notamment un signal qu'on trouve dans une plateforme de chez Self-Invest, avec un filtre de tendance, c'est un bon concept. Et vous pouvez mixer vos propres filtres de tendance et vos propres signaux, ou vous pouvez prendre nos outils à nous. Vous voyez? Mais c'est intéressant. Vous voyez, ce genre de stratégie, c'est très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Voilà, donc j'ai légèrement dépassé l'heure, donc je vais revenir à la présentation, à moins que vous ayez d'autres questions. Je reviens sur la présentation. Et donc la présentation, hop. Donc voilà, j'ai mis mon réglage. Vous voyez, moi j'avais imprimé cette feuille sur un A4, mais en fait, c'est trop petit. La police était trop petit pour moi. Là, on voit bien, vous pouvez faire le même réglage chez vous, vous pouvez essayer et travailler un petit peu là-dessus, ou essayer d'améliorer ça, ou rajoutez vos propres indicateurs, ou travailler un petit peu avec l'analyse sensitive, qui est un outil superbe pour essayer de trouver des bons réglages. Alors là, j'ai mis voilà, une photo, on va dire, un petit peu une copie d'écran de la belle courbe, et grosso modo, à vous de jouer, quoi. Donc, je passe maintenant à mon rituel pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas ou qui n'ont pas encore un compte. Donc, je voudrais rappeler la chose suivante, c'est que nous aimons le trading, le W et le H qui forment WH aiment le trading. Moi, je suis le H. Et j'ai notre vocation, ce n'est pas uniquement d'être un courtier qui exécute des ordres, c'est d'aider nos clients à devenir de meilleurs traders, en gros. Et donc, on a des arguments très puissants, on a notre plateforme, NanoTrader, donc on vient de voir on va dire les propriétés et les avantages ce soir. Adapté à toute forme de trading, très court, day, swing. On a des outils en interne, comme ces outils que vous venez de voir maintenant, en l'occurrence des signaux, des stops, des filtres, etc. Cette formation, elle va être chargée sur notre chaîne YouTube. Elle va se rajouter à notre bibliothèque YouTube. Vous pouvez revenir et vous pouvez revisiter ces présentations et vous pouvez les bloquer et les travailler dans votre plateforme Nano. Et nous avons régulièrement des prix, comme des prix qui récompensent le service, récompensent la plateforme. Et l'éducation, ça veut dire en fait le contenu éducatif. Et là, on pense notamment à la chaîne YouTube. Donc, devenez client de WH pour devenir un meilleur trader. Ça, c'est le meilleur leitmotiv, je dirais, en cette soirée de jeudi. Et je reviens sur les questions parce qu'il y a une dernière question.
Vous avez bien reçu ma demande. Oui, oui, tout à fait. Je suis alors, attendez, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je remercie tout le monde et je vais arrêter l'enregistrement.